L'agriculture. L'agriculture était une partie importante du mode de vie Anishinaabe au 19e siècle. Les cultures traditionnelles, comme le maïs, ont cédé à des cultures telles que les pommes de terre et l'avoine. Des îles cultivables ont été défrichées pour l'agriculture commerciale. Les outils agricoles, le bétail et les semences étaient garantis aux Anishinaabe du traité numéro 3. Au cours des années 1870, les exploitations agricoles Anishinaabe étaient généralement prospères, notamment le long de la rivière Rainy. En 1881, la loi sur les Indiens a été modifiée, obligeant les acheteurs à obtenir une permission écrite du gouvernement pour acheter des produits indigènes. Cette modification a été la ruine de l'agriculture commerciale Anishinaabe. En 1887, un barrage a été construit à l'extrémité du nord du lac des Bois dans le but d'élever le niveau d'eau pour la navigation à bateau-vapeur. Les îles cultivables ont été inondées et détruites. Étant donné que les agriculteurs Anishinaabe ne pouvaient pas gagner d'argent avec leurs exploitations, beaucoup ont arrêté de planter. En 1913, la province de l'Ontario a demandé au gouvernement fédéral de contraindre les Anishinaabe de la rivière Rainy à abandonner leurs terres pour faire place aux colons qui cultiveraient les terres. Plus de 43 000 acres ont été confisqués. Ceci a été résolu en 2005. D'autres revendications territoriales liées aux inondations continuent aujourd'hui. La chasse. Le droit des Anishinaabe de participer à la chasse et au piégeage sur le territoire était garanti dans le traité numéro 3. La chasse et le piégeage, pour se nourrir, obtenir des fourrures et d'autres matériaux, ont depuis longtemps fait partie de la culture Anishinaabe. La chasse et le piégeage sur les réserves étaient encouragés par le gouvernement fédéral pendant de nombreuses années après la signature du traité. En 1933, la province de l'Ontario a adopté une loi interdisant aux peuples autochtones de chasser en dehors de leurs réserves. Cette décision leur privait beaucoup de nourriture car ils n'avaient pas accès aux zones de chasse traditionnelles. Dans les dernières années récentes, il a été précisé que les membres du traité numéro 3 peuvent chasser et pêcher pour leur consommation personnelle ou à des fins cérémoniales pour l'ensemble du territoire. Le département des poissons et de la faune du traité numéro 3 administre un programme de chasse et de pêche complet. La gestion des ressources. Lors des négociations du traité numéro 3, les chefs ont soulevé la question de bois, de l'eau et du riz sauvage. Les discussions sur ces sujets ont été consignées dans les notes des réunions, mais les mots ne sont pas dans le document final. Le nord de l'Ontario est riche en bois et d'autres ressources naturelles. Les communautés Anishinaabe ne pouvaient être approuvées pour exploiter les bois dans les réserves, tandis que le ministère des Affaires indiennes voulait que les entreprises extérieures s'en chargent. Dès 1915, le ministère des Affaires indiennes délivrait des licences aux communautés pour couper du bois en échange de paiements d'aide. Dès 1892, les chefs du traité numéro 3 ont fait le lien entre les niveaux d'eau élevés et la destruction des zones de récolte de riz sauvage. Le gouvernement du Canada a permis que des preuves des dommages causés aux communautés des réserves du traité numéro 3 soient présentées à la Commission internationale sur le lac des Bois. Depuis 1997, la nation Anishinaabe du traité numéro 3 fonctionne selon la Grande Loi de la Terre. Celle-là stipule que la nation Anishinaabe du traité numéro 3 maintient des droits sur toutes les terres et les eaux du territoire du nord-ouest de l'Ontario et du sud-est du Manitoba. Alors, tout développement dans le territoire du traité numéro 3, y compris l'exploitation forestière, l'exploitation minière, l'hydroélectricité, les autoroutes, les pipelines et autres consultations nécessitent le consentement, l'accord, la participation de la nation Anishinaabe du traité numéro 3.